Bienvenue dans le débat. Le Venezuela, toujours sous le choc du puissant séisme d'il y a 5 jours à Caracas et à La Guaira. Une réplique de magnitude 4,6 a eu lieu dans le nord ce matin. Le bilan s'est alourdi à 1450 morts, 3000 blessés, 50 000 personnes disparues selon l'ONU. Les opérations de secours se poursuivent, a annoncé la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, qui a ajouté que la fermeture des écoles se prolongeait cette semaine. De nombreux pays se mobilisent pour apporter de l'aide, dont les États-Unis, le Mexique, la France, l'Europe, mais aussi la Chine. La catastrophe devient aussi une affaire politique. D'un côté, la figure de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado, annonce sur Fox qu'elle veut retourner au Venezuela très bientôt. Et puis de l'autre, Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, est critiquée pour sa gestion du séisme. Elle assure tout faire pour assurer l'ordre dans la gestion de l'aide humanitaire. Alors on va revenir sur cette catastrophe. Comment s'effectuent les secours? Est-elle aussi politiquement un test pour Delcy Rodriguez, mais aussi donc pour Donald Trump? On va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir Nelson Castellano à mes côtés ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien diplomate vénézuélien en France. Merci d'être là. François-Xavier Gomez est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef adjoint du service international de Libération et spécialiste d'Amérique latine. Andreina Flores est avec nous. Bonsoir Andreina, bonsoir. Journaliste à RFI. Nous attendons donc dans quelques instants, parce qu'on me dit qu'il n'est pas encore arrivé, Michel Mourica, l'ancien ambassadeur du Venezuela en France, qui sera avec nous en direct de Caracas. Les secouristes donc qui poursuivent leurs recherches dans la capitale, mais également à La Guaira, sur la côte des Caraïbes. On fait un point en images tout d'abord avec Raphaël Chapira. Sous les décombres, le secouriste tente de diriger les gestes de cette survivante. Poussez sur la barre de fer avec votre pied. Madame, regardez par ici. 86 heures après la catastrophe, cette femme de 60 ans est finalement extraite, sous les applaudissements des volontaires soulagés. Car à mesure que les heures défilent, les sauvetages sont de plus en plus complexes. Dans cette ville côtière du nord de Caracas, durement touchée, il aura fallu pas moins de 8 heures pour sauver cet enfant hagard et son père très affaibli, coincé depuis 4 jours. Pour les repérer, les secouristes se sont d'abord aidés de caméras glissées sous les décombres. Recule et essaye de prendre une autre direction. Ces sauveteurs français et américains ont ensuite pu les hydrater pour les aider à tenir jusqu'à la délivrance. Plus de 8 heures d'efforts intenses pour l'intégralité de nos groupes et des groupes américains. On a enfin réussi à sortir le jeune garçon et son papa. Donc on est très heureux et très contents, en espérant pouvoir encore une fois sortir des victimes vivantes. Mais 5 jours après le séisme, l'espoir de retrouver des survivants est de plus en plus mince. Dans ce pays qui, malgré les 2700 volontaires venus du monde entier, manque de tout. Hier, les autorités vénézuéliennes ont fait état d'un bilan provisoire de 1450 morts. Les Nations Unies estiment à 50 000 le nombre de disparus. Et notre envoyé spécial Pascal Mariani a discuté avec une partie de la population à Caracas. 4 jours après les tremblements de terre destructeurs qui ont frappé le Venezuela, la terre continue de trembler ici à Caracas. Je me trouve dans le centre de la ville et il y a quelques heures, il y a eu une nouvelle secousse un peu après 7 heures qui a été assez forte, qui a été ressentie ici et dans les environs de Caracas. Et ceci fait que les gens, les habitants de la ville ont très peur de ce qui pourrait se passer. Ils ont peur notamment que les immeubles qui sont déjà affectés par le premier tremblement de terre s'effondrent. Derrière moi, vous le voyez, il y a un édifice de plus d'une centaine d'appartements. Environ 1000 personnes vivaient dans cet édifice. Il n'est pas tombé, il ne s'est pas écroulé, mais il est fortement endommagé et les gens préfèrent dormir ici dans des tentes. Il y a environ 1 millier de personnes qui vivent dans cet immeuble et passent donc leur journée et leur nuit surtout dans ces tentes autour de l'immeuble. Et en fait, c'est le cas de plusieurs édifices dans le centre de Caracas. C'est le cas aussi à l'extérieur de Caracas. De nombreuses infrastructures sont endommagées et les habitants craignent des dégâts
plus grave encore si ces édifices venaient à s'écrouler. Pour l'instant, ces personnes n'ont pas reçu d'aide ni nationale, ni d'aide humanitaire internationale, puisqu'en fait l'urgence est ailleurs. Il faut encore sortir les victimes des décombres. Il y a peut-être encore des survivants et l'ONU estime qu'il y aurait 50 000 disparus. Cette urgence se situe surtout autour de La Guaira, mais dans plusieurs zones aussi autour de Caracas, et les secours continuent de travailler d'arrache-pied. Nessol Castellano, qu'est-ce qu'on vous dit sur place, vous? Les secours donc continuent, alors qu'on peut dire que la période des 5 jours est passée, donc ça va être difficile. Là, on retrouve des morts. Il est très difficile de se dire qu'on va pouvoir encore retrouver des vivants sous les décombres. Oui, en réalité, on a toujours dit que les premiers 3 jours sont les plus importants, jusqu'à 3 jours. Mais je viens d'écouter aujourd'hui, ce matin, précisément des secouristes qui disent qu'ils sont arrivés dans des pays, où ils ont donné l'exemple de la Turquie, 10 jours après, encore vivants. Et 8 jours après, 7 jours après. Donc il peut y avoir des petits miracles encore. Il peut y avoir des petits miracles, comme on a vu, on a sorti un bébé de quelques jours, protégé, sur le corps de sa mère qui était décédée, et le bébé était vivant. Et il y a des choses comme ça qui arrivent. La mère était décédée à cause du poids, mais le bébé, au-dessus d'elle, elle était vivante. Ouais. Et il y a des miracles que ça succède. Andreina, donc 24 pays qui envoient de l'aide, qui inclut 2700 secouristes. Il y a aussi une grosse aide américaine. Ça, c'est un peu nouveau, autant d'aide humanitaire internationale au Venezuela, parce que ça n'est pas le premier tremblement de terre, hein, même si le dernier, c'était à quelle époque? Ça fait un petit moment. Hein. Oui. Cariaco, oui, en 1997. Il y a eu aussi le glissement de terre en 1999. Et il faut rappeler aussi que pendant ces tragédies, le gouvernement vénézuélien avait rejeté l'aide américaine justement pour des raisons idéologiques. Oui, pour des raisons idéologiques. Donc là, ils l'accueillent à bras ouverts. Ils sont un peu obligés, je pense. Oui. Ils sont sous le tutelage justement du gouvernement américain. Donc je ne pense pas qu'ils aient la possibilité de dire non, allez-vous-en. Je pense qu'effectivement, il faut dire oui, bienvenue, venez nous aider. Quoique, on a vu aussi récemment des images du ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, en train de rejeter justement des sauveteurs américains en disant non, c'est nous qui contrôlons, etc. Donc il y a quand même une résistance, si vous voulez, qui reste. Enfin, parce que pendant 26 ans, on a dit les Yankees, on ne les aime pas, dehors de chez nous, etc. Et maintenant, ils arrivent. Donc il y a quand même une petite résistance encore. François-Xavier Gomez, alors il y a des normes antisismiques pourtant au Venezuela depuis 1967, mais enfin on voit bien que ces régions sont extrêmement touchées. On l'a vu avec Pascal Mariani, il y a encore des répliques à craindre. Et puis il y a un complexe résidentiel de Caracas qui est un peu le symbole du chavisme qui a été détruit. 80% de la population vénézuélienne manifestement vit au-dessus des failles qui séparent les plaques tectoniques sud-américaines et la plaque Caraïbe. Oui, alors c'est un pays sismique et qui s'est très mal préparé à l'éventualité d'une catastrophe. On a fait la comparaison avec le Chili, qui est un pays qui est peut-être plus exposé aux tremblements de terre, mais où toutes les constructions sont antisismiques, et les derniers tremblements de terre ont été plus intenses que ceux qu'on a enregistrés au Venezuela, et il y a eu un nombre de morts bien moindre. Donc pas vraiment de normes respectées, pas de construction. Il y a les normes, ça existe. Oui, il y a des normes, donc elles existent, ces normes. Parce qu'on a eu des expériences. Le problème, c'est que ces constructions, l'endroit où ça s'est produit, la plupart de ces glissements d'immeubles, c'est dans un endroit qui avait souffert précisément ce qu'Andréine a parlé. C'était ces glissements de terre qui avaient fait des centaines de morts et qui avaient changé la côte. Ça veut dire qu'il y a eu plus de terrain. Et la moitié de la montagne est tombée. Elle est tombée jusqu'à la mer et a fait une espèce de croûte, de boue
En réalité, c'est qui était... Et sur ces Donc ça a terrains... fragilisé Oui, sur ces terrains, ils sont construits ces solutions sociales et tout ça. ces fameux complexes. Ces fameux complexes, et c'est un terrain qui n'a pas été... Hugo Chavez, en plus. Le complexe, oui, c'est ça, Oui, le ça complexe. s'appelle le complexe. Et ça Hugo Chavez. n'a pas été traité à Caracas. au point de vue comme on doit être traité pour un ingénieur, un moment de terre, solidification des terrains. Ça n'a pas été fait. C'était construit de façon très économique, avec des matériaux qui ne sont pas les idéaux pour un terrain aussi fragile. Et c'est la conséquence qu'on voit maintenant. Ouais. Donc ça fait partie de ces fameuses destructions. Ouais. De ces fameuses destructions. Là, on parle même de 125 immeubles qui se sont effondrés. Ça, c'est l'ONU qui le dit. Mais ce complexe... Et qui porte les noms de Hugo Chavez. D'ailleurs, une partie de ces bâtiments était un peu la fierté du régime qui avait créé des missions pour améliorer l'habitat des personnes qui vivaient, des personnes qui étaient dans la précarité. Et donc, ce qu'on appelait la Grande Mission de Vivienda a été... c'était un investissement très important et donc ça a été utilisé par la propagande du régime pour dire regardez ce qu'on fait pour les populations qui étaient les populations des bidonvilles, ce qu'on appelle les barrios. Et donc, ils ont été construits à quel moment, justement Après 2000 ans. Mais je après 2019 Entre 2000 et 2010. Entre 2000 et 2010, voilà. Donc, je pense que c'était mais en plus, pas aussi vieux que ça, mais bon. Ils ont été construits aussi, ça faisait partie de la politique de l'État, bien sûr, avec des accords avec des pays, avec des entrepreneurs qui n'étaient pas vraiment des professionnels, parce que on voit que les messieurs qui viennent d'être donnés aux États-Unis, qui avaient eu un passeport vénézuélien, qui le Venezuela maintenant a décidé qu'il n'est plus vénézuélien, il l'a donné aux États-Unis, ils s'occupaient de placer du pétrole, mais avant, ils s'occupaient de construire des maisons. Ça veut dire que c'était les personnes à tout faire. Donc vous décrivez en fait, oui, un niveau de peut-être corruption, en tout cas de non-professionnalisme. D'ailleurs, il y a des immeubles qu'une fois tombés, on a vu l'intérieur. C'était des plaques avec de la mousse à l'intérieur. C'est pas des vrais murs, c'est pas des bétons, c'est pas des supports. Donc c'est des constructions au rabais en fait. Des constructions au rabais. On va écouter la réaction de 2 habitants de Caracas. Pourquoi avez-vous apporté des armes? Vous auriez dû apporter une pelle, une pioche. Cet uniforme sert à défendre la patrie, à défendre un pays. Le pays, c'est ça. C'est de ça dont il a besoin de votre part, pas d'une arme. Il y a des familles en vie ici. Si nous ne les cherchons pas, nous ne les trouverons pas. Nous devons trouver des solutions et faire preuve d'empathie. Ce sont nos familles qui se trouvent là-bas. Je veux retrouver mes enfants, qu'ils soient vivants ou morts. Mais ils ne vont pas les jeter dans une fosse commune. Nous avons nous-mêmes fait sortir notre famille d'ici. Personne n'est venu aider qui que ce soit. Le gouvernement bloque tout ça. La police nationale bloque elle-même la rue pour empêcher les pompiers de venir nous porter secours. J'ai la vidéo, j'en ai la preuve. Les gens ici n'ont ni dormi ni mangé. Andréina, c'est à La Guara, donc c'était pas à Caracas. On voit la colère de la population contre la police qui justement s'étonne qu'il ne fasse rien, contre les forces armées. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis 3 jours à apparaître, c'est ça. Et pendant les manifestations, par exemple, contre le gouvernement, on voyait un déploiement militaire immédiat et massif juste contre les étudiants, contre les manifestants, etc. Mais pour venir à l'aide des victimes de ce séisme, ils ont mis 3 jours à apparaître. Donc, pendant les premiers 3 jours, c'était les voisins avec les mains découvertes qui enlevaient les pierres et les décombres. Mais les militaires qui devaient être là, ils n'étaient pas là. Et pourquoi? Ça, c'est une bonne question, difficile, je pense. C'est une bonne question. C'est la question qui se font. Pas seulement les Vénézuéliens partout, même ici, c'est les peuples dans la rue. Pourquoi ils ne sont pas venus? Ils étaient très courageux pour aller écraser des étudiants, mais ils ne sont pas venus aider.
Et maintenant... D'où cette colère. Oui, la colère. sûr. Et l'autre chose qui arrive, c'est que les délégations des spécialistes qui sont arrivés d'autres pays, ils sont vraiment dit qu'ils n'ont aucune organisation nationale qui peut les organiser à eux, les conduire. Que Il n'y a normalement, pas de coordination. oui, normalement, ils travaillent avec les pays, avec les équipements des sauvetages des pays, mais ils n'existent pas au Venezuela. Et en même temps, on va écouter ce qu'a dit Delcy Rodriguez justement hier, la présidente par intérim. Nous avons déjà rétabli 75% du réseau électrique. Les équipes poursuivent leur travail jusqu'à ce qu'il soit entièrement remis en état. Il en va de même pour l'approvisionnement en eau qui est rétabli à 68% et les infrastructures routières, dont 90% sont désormais praticables et ouvertes à la circulation. Ce qui est essentiel pour mener à bien les opérations de recherche et de sauvetage. Les équipes de secours ont retrouvé des personnes vivantes. Par conséquent, les opérations de recherche et de sauvetage ne sont pas suspendues. Et François-Xavier Gomez, c'est un peu sa réponse à la population. Elle veut bien sûr rassurer. C'est un test politique pour elle, non? Il faut rappeler que Nicolas Maduro a été enlevé, qu'aujourd'hui il est en prison aux États-Unis, que depuis donc Donald Trump a fait une sorte de pacte avec elle, elle est toujours présidente par intérim d'ailleurs, elle n'a toujours pas le titre de président, et il a passé donc différents accords, notamment sur le pétrole. Donc là, elle joue quand même un peu son poste. Oui, alors d'abord une petite précision, elle est présidente par intérim tout simplement parce que personne ne l'a élue et qu'il faudrait le ou la présidente doit être élue par le peuple. Et c'est pas du tout dans les plans de Donald Trump maintenant. Sinon, elle est dans une situation, cette situation en fait, son pays est quasiment un protectorat des États-Unis. Donc, elle n'a pas... Protectorat, carrément, oui. Protectorat, tutelle, quelque chose comme ça. Enfin, une situation néocoloniale. C'est pas un pays qui est son destin ne lui appartient souverain. Plus. Et voilà. Il est plus souverain. Il y a un problème de souveraineté puisque les États-Unis contrôlent et exploitent les matières premières et le pétrole du pays. Alors bien sûr, pourquoi on arrive à cette situation où le pays et les structures vénézuéliennes sont impuissantes? Parce que les ONG ont été... il y a même eu une loi en 2024 pour... empêcher les ONG de travailler. Les ONG, bien sûr, donc non gouvernementales, que ce soit les organisations internationales ou nationales. Le régime ne voulait que des membres du parti, enfin que des organisations validées par le parti. Du Parti socialiste unifié du Venezuela. Et voilà quoi. Donc on se retrouve maintenant avec un manque total de structure pour accueillir l'aide internationale. Alors il y a une commission de l'ONU qui accueille et qui centralise et organise l'aide. Sauf que l'ONU était très mal vue par le régime. Ils ont les liens ont quasiment été coupés avec les Nations Unies. Donc voilà, ce travail de relais est très compliqué parce que le gouvernement vénézuélien a tout fait pour couper ces médiateurs qui pourraient intervenir dans cette situation d'urgence. Nelson Castellano. Alors, en plus, il y a une leader du parti de l'opposition, Heidi Loisette. Je ne sais pas si je la prononce bien. En tout cas, elle dit que la police et les agents de sécurité ont tenté de fermer l'antenne des dons, qui n'est pas justement une antenne, qui est en fait une antenne qui appartient à l'opposition, qui n'est pas une antenne gouvernementale. Elle dit donc que du coup, Delcy Rodriguez politise l'aide humanitaire. C'est le cas, elle politise l'aide humanitaire. Ça a été fait dans le passé et c'est ça que les gens continuent de faire sont fatigués. Ils continuent à faire ça, ils essayent de... Comme il n'a pas de structure, comme il n'a pas de fonds pour pouvoir même souvenir, les hôpitaux ne fonctionnent pas. Nous nous trouvons dans une situation de destruction, pas
à cause du tremblement de terre. Et ça, c'est la goutte qui casse maintenant tous les systèmes. On était dans une situation de destruction généralisée du pays. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'hôpitaux, il n'avait pas d'électricité, il n'avait pas d'eau potable dans beaucoup d'endroits de cet endroit-là. Et ça est venu aggraver une situation qui était déjà gravissime. Maintenant, ce qu'il essaye de faire pour récupérer un peu, la question c'est on essaye de récupérer politiquement. Ça veut dire on centralise, on contrôle, on prend les donations et après on va les distribuer avec les ONG qu'on laisse fonctionner, les ONG de notre parti. Et donc, en fait, l'idée, c'est de tout contrôler. Si vous n'êtes pas validé par l'État, par le parti, vous ne pouvez pas faire vos dons. Ça explique la réaction. Non, ils reçoivent les dons, mais ils essayent de centraliser les dons. Ça explique la réaction du peuple dans le sens qu'ils ne veulent plus attendre, ils veulent y aller. Il faut donner à manger, il faut rétablir l'électricité, il faut avoir de l'eau. Et il manque terriblement de machines, parce que les hommes ne peuvent pas lever des plaques de béton avec des poids incroyables, un mur complet. Et s'ils n'ont pas ces machines pour lever, ils ne peuvent pas arriver en bas. Et on entend les cris des gens, certaines pièces sont restées complètes, mais au-dessus des décombres, il faut enlever, il faut ouvrir pour pouvoir sortir les gens. Et c'est ça l'angoisse des gens, la réaction du peuple. Et ils se sont confrontés. Il y a eu déjà des confrontations publiques dans l'autoroute. Hein. Oui, c'est ça. Oui, sur l'accès même, justement, à la sur gare. L'accès. Il ne laisse pas passer et les gens sont passés de force aussi. Ça peut déclencher une réaction totale des chaos. Andréana Flores, il y a un chaos, le système de santé qui est fragile, 13 hôpitaux, d'après ce que j'ai lu, ont été détruits, il n'y avait pas d'eau courante dans un hôpital à la Guara, donc on est dans une crise avec un tremblement de terre qui s'est ajouté à la crise. Je pense qu'il faut rappeler que l'État vénézuélien, le gouvernement chaviste est un gouvernement énormément corrompu depuis des décennies. Par exemple, Tarek El Aissami, celui qui était le président de PDVSA, l'entreprise pétrolière du Venezuela, que c'est la source d'argent du Venezuela, la générale, et il est accusé d'avoir volé 23 000 millions de dollars, 23 milliards de dollars. Et avec 23 milliards de dollars, on aurait pu construire 700 hôpitaux à 200 lits chacun. Donc, et il y a aussi non seulement la critique contre la réaction du gouvernement en ce moment, après cette tragédie, mais aussi toute la gestion avant le tremblement de terre. Et le manque d'hôpitaux, le manque d'eau potable, le manque d'énergie, enfin, tous ces services de base pour n'importe quel pays qu'au Venezuela n'existent pas. Et donc l'aide américaine ne suffit pas, bien sûr, puisqu'il y a une aide américaine, j'ai vu que tout de même assez importante, des militaires américains qui sont sur place. Là, pour le coup, on l'a dit, a été accueilli, puisque c'est un système, Donald Trump a passé des accords avec Delcy Rodriguez, donc là, ils ont accueilli l'aide américaine. Ça, c'est aussi un peu un test, justement, dans la relation entre Trump et Delcy Rodriguez, si on parle de la traduction politique de ce qui se passe. Je ne pense pas que Delcy Rodriguez ou le reste du gouvernement peut s'opposer à quelques décisions des États-Unis. Il y a donc une annonce d'aide financière très importante des États-Unis. Pour l'instant, c'est l'aide un peu d'urgence pour venir en aide aux sinistrés et essayer de sauver des personnes. La deuxième phase, ça va être les investissements pour essayer d'améliorer, avant de reconstruire, créer les conditions pour les personnes qu'on voyait d'ailleurs dans le reportage, qui dorment dans la rue sous des tentes, et apporter une aide à ces personnes, et le ravitaillement alimentaire, etc. Je voudrais enchaîner un petit peu entre les choses qu'ont dit mes amis ici présents. Et quand on parle que le Venezuela, les ressources des soutiens du pays, c'est le pétrole, et on a donné l'exemple d'un ministre. Mais je peux vous dire que depuis que le chavisme existe, 27 ans, il y a eu 7 ministres de pétrole. Il y a un qui est décédé, et les premières, parce qu'il a eu un cancer. Il y a 5 qui sont en prison, accusés de corruption. Il y a un qui est fugué et qui habite à l'extérieur parce qu'il est accusé de vol. Ça veut dire tous les ministres, sauf un
qui reste au Venezuela, c'est le cousin de Chavez. Et lui, on l'a rien dit. Mais il était quand même accusé. Mais on n'a rien fait. Et ça, c'est la réalité qu'on a. Un pays appauvri complètement. Mais effectivement... Il n'avait pas besoin d'un tremblement de terre en plus. Oui, mais en relation aux États-Unis, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Effectivement, ça a été dit. Delcy Rodriguez n'a pas été élue. Elle est nommée par Maduro. Ça veut dire que son poste n'a aucune légalité. Elle n'est pas légitime. Elle est soutenue par les États-Unis. Oui, les élections de Maduro n'ont pas été reconnues par aucun pays, même pas les pays amis, disons, du système. Et ça veut dire qu'il est soutenu parce qu'il les sert aux intérêts qu'actuellement Donald Trump a dans la tête. Mais il faut qu'il comprenne qu'un pays ne peut pas simplement... que les Venezuela, les problèmes de Venezuela, c'est qu'on peut vendre le pétrole et avoir l'argent. Qu'avant, on n'avait même pas l'argent. Mais il a des choses à régler. Il a des choses à régler pour le futur. Les gens qui souffrent, ce n'est pas seulement la famille qui est morte, il y a des milliers de personnes sans travail, des milliers de personnes sans maison, des milliers de personnes qui vont rester sans aucun moyen de survivre. Et c'est pour ça que l'aide qu'on veut et qu'on essaye de retrouver, parce qu'actuellement, je travaille dans ça, c'est aussi pour la reconstruction et pour tous les mois qui vient après pour pouvoir aider à ces gens à survivre dans tous ces temps. Et puis pour Donald Trump, que la reprise justement de la production pétrolière qui avait commencé à reprendre avec notamment Chevron comme société américaine, elle avait commencé à reprendre et à ce moment-là, il y a le tremblement de terre. Donc, c'est pas tout à fait dans les plans de Donald Trump, hein, cela. On va écouter la prix Nobel de la paix, hein, justement, Machado, qui elle, Maria Corina Machado, qui en fait s'est exprimée sur Fox News juste après le tremblement de terre. Elle dit, elle, qu'elle veut rentrer au pays. On l'écoute. Le moment est venu. Il est de mon devoir d'accompagner mon peuple. Nous devons être ensemble, nous serrer dans les bras, pleurer, faire notre deuil ensemble, mais aussi nous donner mutuellement de la force dans ces moments difficiles. Nous prions pour que Dieu nous donne la force d'aller de l'avant, d'accomplir notre mission dès maintenant. La priorité absolue est de sauver des vies et bien sûr de réconforter et d'aider celles et ceux qui ont été touchés. Je serai de retour très bientôt, de retour au Venezuela, aux côtés du peuple vénézuélien. Andrénia Flores, elle a envie d'en profiter pour revenir, justement. Est-ce que ça serait une opportunité politique pour elle? Elle n'a pas du tout été soutenue par Donald Trump. Et est-ce que le tremblement de terre, le séisme et les critiques à l'égard de Delcy Rodriguez pourraient être une occasion pour elle? Ça sera une opportunité politique pour elle, sans doute. Mais oui, effectivement, ça a besoin du soutien des États-Unis. Et je ne pense pas que les États-Unis aient intérêt en ce moment précis de faciliter, si vous voulez, le retour de Maria Corina Machado au Venezuela. Je pense que le gouvernement de Trump, pour l'instant, s'entend très bien avec le gouvernement par intérim de Delcy Rodriguez. C'est un gouvernement qui fait tout ce que les États-Unis disent. Et il n'y a pas besoin, du point de vue de Trump, il n'y a pas besoin de changer un gouvernement qui fonctionne à ses intérêts. Et puis pas besoin de nouvelles élections, d'ailleurs, qui sont remises. Mais bon, il ne faut pas oublier que des millions de Vénézuéliens attendent que ça. Alors, si le gouvernement de Delcy Rodriguez fonctionne aux intérêts des États-Unis, d'accord, mais il ne faut pas oublier que le chaos peut régner aussi dans le pays si les élections ne se font pas dans les prochains mois. Mais est-ce que ça peut justement fragiliser ce gouvernement, ces séismes et ce qu'on vient de décrire, en fait, ce moment très critique du côté de la population et puis ce chaos, ces destructions, à votre avis? Le gouvernement était déjà fragile puisque soutenu par les États-Unis. Je crois que c'est les États-Unis qui ont les cartes en main pour intervenir financièrement et humainement. C'est une situation où le peuple vénézuélien, hélas, n'a rien à dire. Et quand on voit leur colère, en fait, ils expriment... ce qu'ils exprimaient aussi, c'est toutes ces dernières années où les élections ne servaient à rien parce qu'elles étaient truquées et où leur décision, leur voix ne comptait absolument pas. Nelson Castellano, il ne va pas en profiter pour la soutenir, justement, Machado. Donald Trump ne va pas profiter de ce chaos il ne va pas la soutenir plus aujourd'hui qu'hier. Apparemment, les intérêts d'un État comme les États-Unis sont économiques.
dans le cas du Venezuela, c'est avoir encore les licences pour les compagnies américaines d'exploitation de pétrole et d'autres choses, parce qu'il y a aussi des leurres qui sont en train de partir du Venezuela vers les États-Unis. Il y a aussi les terres rares qu'on appelle, qui seront dans les objectifs du gouvernement américain. Mais ça ne veut pas dire que les États-Unis soient d'accord avec le système de Delcy Rodriguez. Rien dire de tout ça. Parce qu'ils sont conscients, on le sait qu'ils sont conscients qu'elle fait partie de l'équipe de Maduro. Et jusqu'à quand il s'élargit les temps, les possibilités pour signer plus de contrats. Mais ils savent qu'il ne peut pas dépasser une certaine limite. Il a des dates. Il a les élections de demi-terme des États-Unis. Les élections américaines, il n'y a pas de date au Venezuela. Oui, mais il a des dates pour lui. Et s'il n'arrange pas la situation au Venezuela, s'il ne nous laisse pas... les États-Unis n'ont pas une tradition, au point de vue diplomatique, je parle maintenant comme un diplomate, d'invasion des pays, et pour rester, pour coloniser des pays, ça se fait plus depuis des années. Et sa politique internationale, c'était rétablir la démocratie dans les pays. Bon, on veut le voir, et ça va être exigé dans le futur, pour les Américains même, face à son parti et à son gouvernement. Vous pensez? Oui, je pense. Ouais. Andreina Flores, parce qu'il faut voir que les recettes du secteur pétrolier étaient en hausse de 21% par rapport à la même période de 2025, donc depuis cette mise sous tutelle de Trump qui a demandé donc à certaines compagnies d'investir plus au Venezuela. Elles n'ont pas toutes obéi d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, je citais Chevron, qui a un quart de la production de pétrole du pays, donc ça commençait à reprendre, et là, il va y avoir un coup dur, un coup d'arrêt avec ce tremblement de terre. Donc, on peut se demander quel impact ça pourrait avoir, justement, d'un point de vue politique. Et oui, et on se demande aussi quel impact va avoir sur l'envie de ces entreprises américaines d'investir vraiment au Venezuela. Parce qu'il faut dire que même s'il y a la plus large stock de pétrole, réserve de pétrole et sous le sol vénézuélien, il faut investir des montants colossaux. Et parce que l'industrie pétrolière vénézuélienne en ce moment est presque détruite. On était à 3 millions de barils dans notre époque la plus puissante, disons, et maintenant, je pense qu'on produit moins d'un baril par jour. Donc, voilà. Oui, on s'approche 1 million depuis que les Américains sont là. Oui, donc il y a une reprise de la production. Il y a une reprise. Ils ont mis la main sur les bateaux qui étaient déjà pleins de pétrole vénézuélien. On est quand même passé des 300 000 à 1 million depuis ces derniers mois. Mais est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Et puis surtout, donc il y a ce coup dur. J'ai mis 100 milliards de dollars, ça serait l'équivalent des investissements nécessaires pour redynamiser l'industrie pétrolière. Et donc ça ne compte pas. Ça ne comptabilise évidemment pas le coût que va représenter la reconstruction après ce tremblement de terre. Comment financer tout cela? Le FMI ne va pas débloquer là de prêts d'urgence, a priori, au Venezuela. François-Xavier Gomez, vu la relation très compliquée entre le FMI et ce pays, et la dette va être restructurée. On sait que c'est 240 milliards de dollars. La plus grande dette du monde. Donc voilà, ça finit quand même par être compliqué, même pour les Américains, là. On ne sait absolument pas comment c'est une équation qui est en ce moment impossible à résoudre et on est uniquement dans une situation d'urgence. C'est vrai que pour sortir, la production actuelle est autour du million de barils. Pour monter, il faut donc, comme on l'a dit, d'énormes investissements que les compagnies américaines... Il y avait une réunion, je crois, avec Marco Rubio et les compagnies américaines traînaient des pieds, quoi. Elles n'étaient pas très emballées par l'idée d'aller investir massivement au Venezuela, même avec des garanties qui sont celles de la situation actuelle où les États-Unis contrôlent la production et l'exportation. Mais c'est garanti que ces compagnies du monde, c'est un changement démocratique. Ils veulent avoir en face, les compagnies veulent avoir en face... Les compagnies pétrolières demandent un changement. Un gouvernement légal. Parce que tout ce qui s'est firmé, qu'il peut signer comme accord actuellement, ne pourrait pas être valable dans les élections prochaines. Parce qu'elle n'est pas un président élu, il n'a aucune légitimité. Comment on peut garantir les compromis? Ce qu'ils essayent d'avoir, c'est des garanties. De protéger légalement. C'est protéger. Des garanties juridiques. Des garanties juridiques. Alors justement, Donald Trump avait choisi Dinora Figuera
comme opposante, qui est beaucoup moins médiatique, hein, évidemment, qu'un Machado, mais elle donc a été plus ou moins choisie par l'administration Trump pour représenter l'opposition dans le pays en cas de nouvelles élections. Oui, bon, il y a eu une réunion entre justement Dinora Figuera et le représentant du gouvernement de Rodríguez, Delcy Rodríguez et son frère Jorge, justement pour évaluer ou négocier plutôt les conditions pour des nouvelles élections. Et ça passe par choisir un nouveau Conseil national électoral, une nouvelle autorité électorale, parce que justement l'ancienne ou l'actuelle est toujours accusée d'être très pliée au gouvernement et de ne pas être une institution indépendante. Donc je pense que le premier pas, ce sera ça, de choisir des nouveaux membres de cette autorité électorale et après vérifier que le processus soit propre, transparent et indépendant. Et est-ce que Delcy Rodríguez peut finalement instrumentaliser cette catastrophe Nelson Castellano, un peu comme Somoza l'avait fait au Nicaragua au moment de la catastrophe de 1972, le Mexique en 85. Est-ce que les catastrophes favorisent finalement l'installation des dictatures plutôt que le changement de régime? Les cas sont divers, comme les situations, comme les pays. Il y a des pays où ça peut être utilisé, comme ça a été fait dans certains pays, comme la guerre des Malvines pour les Argentins, les gouvernements de l'époque croyaient que ça allait les servir. Mais des années après, ça ne les a pas servi du tout. Mais il faut savoir que Delcy n'est pas ni reconnu, ni accepté, ni légal. Du coup, ça sera très difficile qu'il puisse faire quelque chose avec ça. Sauf pendant le temps que les États-Unis les permettent de rester là. Elle essaye de tout faire pour prolonger. C'est son unique lutte. C'est durer un jour de plus. Et la dame Dinora Figuera qui a été choisie, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas qu'un nouvel représentant ou une autre femme, c'est que les dernières Assemblée nationale qui avait été reconnue de façon internationale, c'est celui-là dans laquelle elle fait partie, elle est présidente. Du coup, c'est une façon de trouver quelqu'un qui pourrait avoir un peu de légitimité pour faire les accords nécessaires pour changer le Conseil national électoral. Mais elle est populaire parce que c'est vrai qu'on la connaît. Dinora Figuera, non. C'est pas. Mais il pourrait régler la partie, disons, légale. Et les États-Unis pensent l'utiliser de cette façon. Ce n'est pas contradictoire avec la figure de Maria Corina, parce que elle règle les changements des nouvelles autorités électorales. Et après, il y a un candidat qui va arriver, qui va gagner. Ce ne sera pas Machado, en tout cas. Hein. Elle n'arrête pas de dire qu'elle va rentrer au Venezuela, mais manifestement, pour l'instant, elle ne va pas rentrer. Les États-Unis ne la laissent pas, je pense. François-Xavier Gomez, vous pensez que, justement, l'idée pour les États-Unis, c'est plus d'encourager la stabilité, donc ce serait plutôt Delcy Rodríguez qui profiterait du chaos lié à ce tremblement de terre? Le but, non pas des États-Unis, mais de Donald Trump, c'est d'exploiter les matières premières du Venezuela, donc une situation de stabilité qu'incarne Delcy Rodríguez en ce moment, c'est ce qui leur convient. Après, donc, l'appel à cette opposante Dinora Figuera, son rôle, c'est de préfigurer un peu ce que va être la prochaine élection, mais elle n'a pas d'agenda précis. Les Américains ne sont pas du tout pressés de remettre le Venezuela dans les rails de la démocratie. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, c'est tout à fait l'impression qu'on a. Mais, comme je vous ai dit avant, il y a des délais, il y a des dates. Aussi aux États-Unis qu'au Venezuela. Et les temps ne jouent pas à faveur de Trump. Ça, il faut le dire aussi. Ça veut dire qu'il doit résoudre les problèmes avant de certaines dates. Et ça peut éventuellement nous aider, si je le vois comme ça. Mais c'est une question à utiliser. C'est la raison de la prudence de Maria Corina, de pouvoir arriver dans les moments précis. Il ne faut jamais... Donc elle ne renoncera pas? Non. Non, je ne pense pas. Pas du tout. J'aimerais répondre à votre question. Je pense que, au lieu de favoriser le gouvernement de Delcy Rodríguez, cette tragédie, au contraire, c'est une affectation politique pour elle. Je pense qu'elle sort fragilisée de cette tragédie. Déjà parce que ça met en évidence que sa gestion ou la gestion du chavisme pendant des décennies a été catastrophique, et que le pays n'était pas préparé pour ce genre d'événements.
et parce que finalement le temps de réaction, la manière de réagir, parce que c'était aussi non seulement le manque d'aide au peuple, mais aussi la façon d'agir. C'était la militarisation de la ville de La Guaira, la réponse du gouvernement de Delcy Rodríguez. Et le peuple, comment il a répondu? Il a dit, on n'a pas besoin d'une militarisation. On a besoin, oui, que la police ou les militaires viennent nous aider, mais pas à nous contrôler ou à nous réprimer. Ça n'a aucun sens. Mais on a vu qu'elle était beaucoup moins populaire déjà depuis un certain temps, en tout cas dans les sondages. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont libres, ces sondages, mais beaucoup moins populaires. Beaucoup moins populaire. Ouais. Mais c'est quand même Donald Trump c'est l'administration américaine qui décidera au final, non, François-Xavier? Je pense que oui, dans la situation actuelle, il est le maître du jeu et je ne vois pas quelle autre solution. Et pour les Vénézuéliens, même avant le tremblement de terre, c'était peut-être une solution qui n'était pas si négative puisqu'on a évité le bain de sang quand même, qui était pendant plusieurs mois, on craignait ou certains espéraient une intervention armée des États-Unis. Et donc, Machado demandait d'ailleurs la prix Nobel. Oui, tout à fait. Elle était favorable à une intervention américaine. Et voilà, donc ça n'a pas eu lieu. Ça a été remplacé par une opération commando qui a exfiltré Nicolas Maduro. Et voilà, donc là, je pense que de toute façon, Delcy Rodríguez a encore moins de levier pour agir sur la situation, que ce soit au niveau politique, économique ou tout simplement humanitaire dans l'urgence actuelle. Elle retardera probablement l'échéance en plus d'un départ éventuel le plus possible. Le plus possible. Elle essaye de faire ça, et Trump aussi, d'un côté. Mais comme je vous ai dit, il a des dates, et ces dates sont du côté américain, parce qu'il y a une constitution au Venezuela aussi. Il va falloir un moment, et un président ne peut pas être en absence temporaire, comme c'est le cas de Maduro, pendant plus d'un certain nombre de jours. Après, ce sera inconstitutionnellement légal. Ça veut dire qu'il ne sera plus légal du tout. Et c'est quand cette date? Il y a une nuance là, parce que la Cour suprême de justice du Venezuela dit que le président n'est pas absent, mais séquestré. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que la Constitution vénézuélienne dit à propos de ça? On n'a plus le temps, mais en 2 mots. Oui, voilà. Un président peut être absent 6 mois renouvelables, mais pas plus que ça. Mais si le président n'est pas absent, mais séquestré, alors on est dans une zone grise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous les 3 et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Merci.